Analyse sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale sur la Super Radio Métropolis, la radio numéro 1 en direct de Lomé. Opérateurs économiques, profitez de cette tranche pour rendre plus visibles vos services et produits. Pour tout renseignement, contactez le 22 22 86 81 ou le 93 77 14 17. Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1 Métropolis Lomé. Actu Débat qui est donc ce magazine d'actualité qui vous permet de suivre des entretiens, des débats sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Et ce matin, nous recevons pour vous Isaac Tchakpé. Il est le conseiller politique, l'un des conseillers politiques de Jékris Olympio, président national de l'Union des forces du changement. Isaac Tchakpé, bonjour. Bonjour Eli Goka, merci de me recevoir pour échanger avec vous pour toutes les questions d'intérêt national. Et merci. Eh bien, merci d'accepter aussi notre invitation. Isaac Tchakpé, l'ambassade des États-Unis au Togo et le Hachoun exposent depuis le 26 avril dernier et ce jusqu'au 26 mai prochain des photos et documents officiels de la visite du premier président. Et donc, je disais que Isaac Tchakpé, visite officielle du président Sylvanus Olympio aux États-Unis, et donc l'ambassade des États-Unis au Togo et le Hachoun exposent depuis le 26 avril dernier et ce jusqu'au 26 mai prochain des photos et documents officiels de la visite du premier président de la nation togolaise aux USA le 22 mars 1962. Isaac Tchakpé, est-ce que l'Union des forces de changement a participé à la mise en place de cette initiative quand on sait que le président de votre parti, c'est Jékris Olympio, le fils de Sylvanus Olympio? Non. C'est une initiative des États-Unis d'Amérique qui vise à aider les Togolais à se réapproprier leur histoire. Et comme il y a un processus de réconciliation en cours, les États-Unis d'Amérique ont pensé qu'il était utile pour les Togolais de les aider à se réapproprier la figure exemplaire, emblématique de Sylvanus Olympio, surtout que pour les États-Unis d'Amérique, au début des années 60, le Togo représentait un pôle de stabilité, un modèle pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Et donc, ce que nous sommes heureux de constater, c'est pour ça d'ailleurs que nous invitons les Togolais en masse à aller encore suivre cette exposition qui se déroule jusqu'au 26 mai au Palais des Congrès et l'entrée est libre et gratuite. Cette exposition vise à aider les Togolais à leur permettre de réintégrer la mémoire de Sylvanus Olympio dans notre histoire. Et ça permettra, à travers les images qui sont présentées, de voir que cette figure, la stature de Sylvanus Olympio et l'intérêt que les États-Unis portaient à notre pays. L'intérêt que les États-Unis portent à notre pays. On pourrait dire que c'est une injustice qui est réparée. Puisque dans l'histoire politique du Togo, à un certain moment, on a vu l'histoire de Sylvanus Olympio écartée même du parcours historique du pays. Apprécions le fait qu'aujourd'hui, des efforts sont faits pour réintégrer la mémoire de Sylvanus Olympio dans notre histoire. Et surtout que ce processus de commémoration doit nous entraîner dans une direction, celle de la réconciliation, et il doit avoir un enjeu, créer l'unité et permettre à tous les Togolais de regarder dans une direction et de se sentir membre d'une communauté de destin, celle que Sylvanus Olympio voulait créer pour le Togo, communauté de destin politique, communauté de destin économique. Et donc, c'est notre vision d'ailleurs, c'est ça à travers notre projet de société, nous rejoignons cela, les projets que les pères de l'indépendance avaient pour le Togo, à travers notre projet de société, reconstruire l'unité nationale, bâtir la nation togolaise pierre à pierre dans la tolérance, la fraternité, et mettre en place un projet de développement économique et social pour le Togo. Et en cela que l'Union des forces de changement, nous sommes heureux de constater que les États-Unis d'Amérique appuient, aident les Togolais à penser leurs blessures et à regarder de l'avant en se réappropriant ce passé pour le transposer dans l'avenir
pour un futur démocratique et prospère. Et effectivement, cette exposition photos et documents de Sylvanus Olympio entre dans le cadre du processus de réconciliation nationale, comme vous l'avez souligné. Et depuis plusieurs années, exactement le 26 mai 2010, l'UFC Vaille que Vaille ne cesse de prêcher la politique du dialogue, la politique de collaboration et de proposition pour un Togo réconcilié, prospère et démocratique. L'autre objectif, comme vous avez l'habitude de le dire, c'est l'alternance politique pacifique. Que peut-on retenir de votre contribution exactement au processus de réconciliation nationale en cours au Togo, vu que la question est sur le tapis aujourd'hui avec le programme de réparation que pilote le HCRON? Un élément important, c'est que nous amenons au moins, il y a l'apaisement dans le pays, et que nous amenons les partenaires à prendre conscience du fait que la politique se fait autour d'une table de négociation en étant en capacité de proposer, de faire des compromis, des concessions, ce qui ne veut pas dire qu'on perd son identité. Ce que nous avons apporté ou ce que nous essayons de construire, c'est une véritable classe politique avec une culture démocratique faite d'échanges, de partage, de compromis, de concessions. Et ça, si on arrive à construire une classe politique, si on arrive à insérer dans notre société cette culture démocratique, comme de source, le reste suit. La confiance existe entre les acteurs politiques. L'alternance n'est plus conçue comme un rejet de l'autre, une revanche à l'égard de l'autre. Quand la culture démocratique existe, la confiance règne, et quand la confiance existe, tout s'éclot. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un climat de défiance généralisée qui fait que tout est vain. Et notre effort, c'est justement de faire en sorte que les acteurs politiques se parlent, discutent. Vous savez, faire de la politique, ainsi que le disait un auteur célèbre, c'est de faire la guerre sous d'autres formes par des moyens civils. Ou encore, mieux dit par Clausewitz, la politique commence quand finit la guerre. Aujourd'hui, si nous disons que nous faisons de la politique, c'est que nous sommes en capacité de proposer, d'échanger, de discuter, et j'insiste dessus, en ne perdant pas son identité. Et notre identité en tant qu'union des forces de changement, c'est d'œuvrer pour une alternance politique pacifique dans ce pays. C'est notre credo, c'est notre engagement pour le peuple togolais. Eh bien, revenons à la visite du président Sylvanus Olympio le 22 mars 1962 aux États-Unis, une visite officielle dont a parlé abondamment quand on consulte les archives historiques des États-Unis, une visite dont a parlé abondamment la presse des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de façon essentielle de cette visite du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, le 22 mars 1962 aux États-Unis? Écoutez, il y a d'abord la symbolique elle-même. La symbolique, elle est la suivante. Voilà un homme qui est reçu avec des égards sans nul autre pareil, aussi bien par le président Kennedy, une visite d'État reçue avec tous les honneurs militaires, hommages qui sont rendus à très peu de chefs d'État, une parade qui est organisée sur l'une des plus grandes avenues du monde à Broadway, parade qui n'est accordée qu'à de rares privilégiés. À ce que je sache, à peine une 400aine de personnes ont reçu cet hommage. C'est un hommage qui est exclusivement réservé à des héros, des personnes célèbres ou des personnes qui ont apporté une sorte de contribution au développement de l'humanité, des chercheurs. Et pour la symbolique, Sylvanus Olympio représentait pour les États-Unis, dans cette Afrique des années 60, une figure, un exemple, un catalyseur pour entraîner l'Afrique, surtout le Togo, vers un développement. Surtout que Sylvanus Olympio visait à faire du Togo, l'or de l'humanité, à travers des projets économiques, une vision économique rigoureuse, et c'est en cela que les États-Unis voulaient l'aider.
Alors, sur le plan économique, cette visite a permis notamment de signer plusieurs accords économiques avec les États-Unis. Et on remarque qu'au lendemain de la visite de Sylvanus Olympio, si ma mémoire est bonne, un accord économique et financier a été signé qui portait sur un montant de près de 95 millions de francs CFA et qui consistait en aide alimentaire, en aide nature et qui consistait aussi en une aide pour aider à refaire toutes les infrastructures routières. Et l'autre pôle, et ça si vous me donnez l'occasion je pourrais en parler, Oui, allez-y. c'était la relation privilégiée que Sylvanus Olympio voulait avoir avec l'Allemagne. Et donc, dans sa vision de stabilité économique et financière, dans sa vision d'aider pour une prospérité pour le Togo, les États-Unis comptaient beaucoup. Surtout que sa relation avec la France n'était pas des plus commodes. Elle n'était pas vraiment les plus commodes. Non, parce que ce que Sylvanus Olympio, avant même l'indépendance, voulait, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a aussi des aspects techniques, voulait vraiment, avait un programme économique précis, avait une vision nette, assurer la stabilité financière, un équilibre de la balance des paiements et sortir de la dépendance du franc pour pouvoir commercer librement. Donc faire du Togo une zone de libre-échange. Or, la relation économique que voulait imposer la France le rendait dépendant, ne lui permettait pas de pouvoir commercer librement avec tous les pays voisins. Et c'est pour ça d'ailleurs que Sylvanus Olympio insistait sur la nécessité de créer une monnaie nationale et un institut d'émission nationale. Et pour ce faire, l'Allemagne était un allié privilégié. Outre la relation économique qu'il avait avec l'Allemagne, qui consistait en circulation aérienne, l'aide pour construire le port autonome de Lomé, l'aide aussi pour construire certaines infrastructures. Et Sylvanus Olympio, dans un effort de discussion, s'autonomisait de la dépendance économique française. Donc, la création de la monnaie nationale avec l'aide des Allemands qui le garantissaient, le faisait sortir de cette dépendance. Et donc, cette relation très peu commode, cette volonté d'indépendance réelle a créé des heurts avec la France, surtout que la France ne voulait pas qu'un précédent se fasse en Afrique. Si le Togo réussissait à sortir de la zone franc, ou si le Togo créait sa monnaie, c'est un précédent qui pouvait donner exemple aux autres et créer en cela un déficit pour la zone franc. Puisque si chaque pays était en capacité de créer sa monnaie et de ne plus être dépendant du compte d'opération du Trésor français, ce compte d'opération serait vide. Et Isaac Chiakpe, certains analystes estiment que Sylvanus Olympio s'était précipité et que cette décision de sortir de la zone CFA était une décision trop posée. Non, pas du tout. C'est-à-dire que dès le départ, Sylvanus Olympio veut définir avec la France une nouvelle convention monétaire. Et il se dit même prêt à demeurer dans la zone franc, mais ce qu'il demande, c'est de pouvoir négocier et de conclure des accords commerciaux avec les pays étrangers. Le gouvernement français, lui, répond par la négative à la requête de Sylvanus Olympio. En fait, le gouvernement, vous me permettez d'aller loin dans le développement, en fait, le gouvernement crée qu'une telle concession qui sera faite au gouvernement togolais va creuser le déficit de la zone franc, puisque le Trésor français est tenu de fournir des devises étrangères contre les francs CFA. Mais ce que le gouvernement français aussi craint, c'est que cette sortie du Togo va provoquer une dislocation progressive de toute la zone franc, puisque chaque pays membre pouvait revendiquer les privilèges qui sont accordés au Togo. Alors, ça, pourquoi on ne peut pas dire que c'est précipité, puisque c'est une démarche qui est entamée que Sylvanus Olympio entame avec les autorités françaises dès avant 60. Dès mars, dès 59, dès que le 58, les indépendantistes prennent le pouvoir, Sylvanus Olympio va proposer ce projet aux Français. Et Paris, lui, va demander à Sylvanus Olympio d'attendre l'indépendance avant de définir un nouveau régime monétaire.
Alors, mais les négociations pour la définition d'un nouvel accord économique et monétaire commencent en mars 60. Donc on ne peut pas dire que c'est précipité. Oui. Et un mois avant la proclamation de l'indépendance, Sylvanus Olympio, fin mars, il est à Paris pour négocier lui-même les accords. Avec De Gaulle. Avec les autorités françaises. Michel Debré étant aux affaires, étant Premier ministre. Et un compromis est trouvé sur la partie monétaire. Il est reconnu au Togo la possibilité de créer une monnaie, un institut d'émission nationale. Ce que veut conclure le Premier ministre togolais avec les autorités françaises, c'est la liberté de conclure des accords avec les pays étrangers. Ce que le Premier ministre togolais n'est pas disposé sur lequel il n'est pas disposé à transiger, c'est qu'il veut lui-même définir un programme d'importation avec les responsables français et il ne veut pas les consulter préalablement à toute négociation commerciale avec les autres pays. Alors, Sylvanus Olympio a des idées précises sur lesquelles il n'est pas disposé à transiger. Le Togo aura une monnaie nationale dont la gestion rigoureuse assurera cette stabilité. Et ça consiste à réaliser l'équilibre des finances. Et cet équilibre des finances, lui, est assuré par la stabilité, un contrôle des prix et une stabilisation des salaires. On maîtrise les dépenses salariales, on s'efforce d'équilibrer la balance des paiements, qui, elle, sera obtenue par la réduction des importations et l'accroissement des investissements étrangers. Donc, il y a véritablement une vision économique précise, un projet précis, et voire, il envisageait même, si je ne me trompe, une dévaluation de la monnaie nationale qui, elle, aurait pour effet d'avantager les exportations du pays et de mieux l'insérer dans les circuits commerciaux internationaux. Donc, pendant ces années 60 et 63, comme les discussions avec les autorités françaises sont difficiles, Sylvanus Olympio va s'employer à élargir les relations internationales du Togo. Et il ne veut pas dépendre exclusivement de l'aide française. Et c'est pour ça que l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique constituent des alliés d'importance. Mais Isaac, c'est quand même inadmissible, voire très c'est comme un désaveu à l'égard de la France quand on sait que le Togo a été sous tutelle de la France pendant tout ce temps. Non, pas du tout. Ce n'est pas un désaveu, puisque Sylvanus Olympio n'est pas hostile à la France. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le camp des radicaux comme Sékou Touré ou Modibo Keïta. Il n'est pas non plus dans le camp des francophiles comme Houphouët-Boigny et Senghor. Il a une vision précise de ce qu'il veut. Est-ce que c'est par rapport au fait il ne le veut pas la construire en hostilité, puisqu'il ne demande pas l'indépendance immédiatement en 1958 quand le Togo obtient. Il veut définir un accord. Il est en situation de négocier. Il négocie avec l'ancienne puissance colonisatrice. Est-ce que cette particularité de vision de Sylvanus Olympio pourrait être inspirée du fait qu'il a fait de hautes études en économie? Fort justement. C'est parce que Sylvanus Olympio a une formation, a une expérience. D'abord sa formation. Ancien de la célèbre London School of Economics. Et aussi une expérience professionnelle réussie. En tant qu'homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, en tant que cadre dans l'une des plus grandes sociétés, dans une des plus grandes sociétés de l'époque, qui était Unilever. Et donc cette expérience et ce parcours académique lui donnaient déjà les moyens d'analyser, d'avoir une vision pour le Togo. Et donc, il ne voulait pas construire ce pays. Il avait une vision, quand il rentre en politique, quand il se bat pour l'indépendance, c'est qu'il a une vision, un projet pour son pays. Bon, on était dans une situation où l'ancien colon ne concevait pas trop qu'il y ait cette volonté d'affranchissement, d'indépendance totale. Et on sait ce qu'il en est advenu. Ce qu'il est important pour nous, c'est que nous sachions quelles étaient de façon précise les ambitions que nourrissaient les pères de l'indépendance pour nous, et que nous nous en inspirions. Et c'est ce que nous faisons
à l'Union des forces de changement. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir quel lien peut-on faire aujourd'hui quand vous réclamez comme héritier de Sylvanus Olympio. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou quel lien peut-on faire entre sa vision politique, économique et socio-culturelle et la vôtre? Écoutez, vous me permettrez alors à la fois de présenter certains des projets économiques que Sylvanus Olympio tout d'abord pour le Togo et de le montrer en parallèle comment ces projets, ces ambitions sont contenus dans notre projet de société. Allez-y. Et que si nous sommes en responsabilité un jour, comment nous pourrions mettre ces projets en œuvre et comment nous pourrions les financer. Alors, ce à quoi visait Sylvanus Olympio, c'était de consolider les bases du Togo, ses institutions politiques, économiques et financières. Le nouveau gouvernement prend des mesures. Ces mesures visent à mettre l'accent sur la lutte contre le sous-emploi et pour le développement de la productivité en encourageant et en coordonnant les efforts des cultivateurs. C'est contenu dans notre projet de société. Si nous sommes en responsabilité un jour, nous aurons pour ambition de pouvoir créer ou d'inciter les entreprises à créer de la main-d'œuvre à haute intensité. Nous nous efforcerons de faire en sorte que les agriculteurs, la productivité soit accentuée, de faire en sorte que les jeunes en milieu rural soient fixés par des projets qui, eux, sont bien présentés ou les aider par une agence dont je ne sais pas encore la forme que cette agence pourra prendre. Et Isaac, vous permettez, sur le plan agricole, Sylvanus Olympio avait instauré la jeunesse pionnière, jeunesse agricole pionnière. Ce sont des coopératives agricoles qui, elles, géraient efficacement les biens. Donc, tout ça, ce sont des projets qu'il faut réactualiser, qui sont encore d'actualité, puisque notre production agricole, aussi bien vivrière que celle des produits cacao, café, a complètement baissé. Donc, il faudra, dans ce cadre, reprendre les projets, voir que ces projets, qu'avait ce volet économique. Il y avait aussi un programme d'encadrement et d'éducation des paysans que le président Sylvanus Olympio, que nous reprenons. Ce programme d'encadrement et d'éducation des paysans est assorti de projets pilotes pour susciter des vocations agricoles, mais des vocations agricoles à visée aussi entrepreneuriale. Donc nous, ça c'est un projet, ce que je dis, c'est un projet que le président Sylvanus Olympio avait, que nous reprenons aussi dans notre projet de société, qui lui sera encouragé avec une agence qui pourra aider les jeunes à financer ou plutôt à définir ces projets pilotes. Nous essaierons d'affecter des crédits, et ça, à l'indépendance, Sylvanus Olympio affecte de nombreux crédits aux constructions scolaires pour développer l'enseignement dans toutes les régions. Nous essaierons, si nous sommes en responsabilité, d'accorder une attention particulière à l'éducation, à l'orientation des jeunes, à faire en sorte que toute la jeunesse qui rentre à l'université n'en sorte pas sans emploi. Donc, en amont, redéfinir des politiques d'orientation de la jeunesse par des centres de formation pour le métier, puisqu'il s'agira de faire peut-être du Togo une zone de service, des jeunes mieux qualifiés, mieux formés, la nouvelle technologie. Le Togo peut être une plateforme aussi de services pour des métiers de l'habillement, du textile, de l'Internet, de la télécommunication. Et ça, ça faisait partie, c'était l'un des projets de Sylvanus Olympio que nous reprenons. Sans compter l'école d'administration que l'ENA a été mise en place par Sylvanus Olympio, une école d'administration pour la formation et la togolisation des cadres moyens qui voit le jour au début des années d'indépendance. Il s'agit de reprendre cette école, de bien redéfinir, d'avoir des cadres compétents, une administration au service des administrés, avec des moyens techniques modernes, une administration qui ne s'identifie plus à une étiquette politique ou ethnique. Non, le problème n'est pas là. Une administration qui est au service des employés, puisque tous les fils de ce pays auront vocation, s'ils ont les compétences, à œuvrer dans l'administration pour leurs concitoyens ou pour les administrés.
Nous essaierons d'établir, ils sont déjà faits, des contacts et des négociations multilatérales et bilatérales avec les pays étrangers pour ramener les investissements privés. Nous nous efforcerons aussi, et ça aussi c'était dans l'un des projets de Sylvanus Olympio, sur les personnes âgées, une solidarité nationale. Pourquoi pas envisager une sorte de pension qui serait versée à des personnes à partir d'un certain âge, qu'elles aient travaillé dans l'administration ou pas, et tout cela peut être financé sans déficit budgétaire sur nos recettes. Ah bon. Il s'agira simplement de réaffecter certaines parts du budget à cette tâche, à cette volonté de solidarité nationale envers les personnes âgées. Évidemment, il y avait un projet de développement de l'industrie légère avec participation privée des Togolais au capital, projet d'installation d'entreprises de fabrication de boissons non alcoolisées, industrie du sel, développement de la vallée de Loti-le-Mono, qui était l'un des projets de Sylvanus Olympio, et que reprend le président Gilles-Christ Olympio, puisqu'il est sur ce projet depuis quand les études de faisabilité ont été faites, un projet qui pourrait générer de la main-d'œuvre à haute intensité. Sur uniquement le site, on peut avoir jusqu'à 22 000 emplois, sans compter tous les effets induits en matière d'énergie, d'emploi, faire de cette zone une zone agro-industrielle de Loti, puisque nous avons une ressource Loti. L'amélioration du réseau routier, les infrastructures, des efforts ont été entamés. Donc vous voyez, il y a toute une série de projets économiques que le président Sylvanus Olympio avait, que nous reprenons et que nous savons pertinemment comment le financer, avec quels hommes le réaliser, si nous sommes effectivement en responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs que nous œuvrons aujourd'hui pour faire en sorte que au prochain scrutin législatif, nous soyons en responsabilité, plus en force, pour être en capacité de proposer ces actions qui ne viseront qu'à faire le bonheur des Togolais. Oui, aujourd'hui, avec votre nouvelle politique, vous êtes considéré comme collaborateur du pouvoir en place. Est-ce que vous partagez avec ce pouvoir ou discutez avec ce régime de votre vision si belle? Vous attendez à être en responsabilité d'abord? Nous le discutons, nous n'attendons pas, nous discutons, mais je vous le rappelle, nous n'avons pas l'effectivité du pouvoir. Nous avons une position, c'est celle de proposer, de vigilance, de critique constructive. Nous avons une position d'être des passerelles, des hommes de bonne volonté pour faire en sorte que le préalable au développement économique se fasse. Donc de construire une structure politique, institutionnelle et constitutionnelle pérenne qui, elle, si elle est établie, nous permettra de nous atteler à des tâches prioritaires. Ces tâches prioritaires sont celles du développement, de réduire la misère et la pauvreté, de construire les infrastructures, de créer un climat de confiance pour que les investisseurs reviennent, que les jeunes trouvent de l'emploi, que les personnes âgées puissent se soigner et ne dépendent pas nécessairement et uniquement de l'aide ou de la charité des uns. Il est important, si nous sommes en responsabilité, dans notre projet, nous viserons à prendre en charge que la communauté, que l'État, la communauté, nous prenons en charge une bonne partie des personnes âgées en leur allouant un certain montant minimum. La part des personnes âgées dans la population togolaise ne dépasse pas 25%. Et 25% de la population togolaise sur 7 millions, 50 000 francs. Écoutez, c'est quelque chose que je dis à brûle pour point. Mais l'idée est d'assurer que la communauté nationale pense aux jeunes et aux personnes âgées. Les enfants qu'on voit dans les rues, 5-6 ans, de créer des pôles, des centres d'éducation sportive, musicale. Ça permettra aussi de créer des emplois, des conservateurs, aider les collectivités territoriales locales à être en capacité de s'administrer et dans la proximité
d'aider au bien-être de leurs concitoyens. Mais pour revenir à votre question précise, nous discutons de tous ces projets, de ces visions avec ceux qui sont au pouvoir, l'unir, et nous essayons de... C'est un mot sur lequel j'insiste. Nous essayons d'inscrire une culture démocratique au Togo, dans ce pays. Aussi bien celle de partage, aussi bien ceux qui sont en responsabilité, qu'à ceux qui se présentent de l'opposition, qui, eux, n'ont pas d'alternative à proposer. La seule alternative étant, il faut que ça cesse, ça suffit. C'est vrai, il faut que ça cesse, ça suffit. Un diagnostic de la situation politique togolaise, il est fait éloquemment et abondamment sur les médias. Mais c'est le comment faire. Mais le comment faire dans la tolérance, la fraternité, sans la casse. C'est votre politique. Puisque, de toute façon et de toute nécessité, nous serons appelés à vivre ensemble sur ce territoire du nord au sud. Oui, Isaac Tchake, vous l'avez dit, vous essayez donc d'imposer une culture ou de mettre à contribution une culture démocratique, mais cela donne, depuis plus de 7 ans, cela ne donne pas les résultats escomptés selon certaines critiques. On a l'impression que vos propositions sont battues en brèche. Non. Je pense qu'il y a des acquis. Et je pense qu'au parti, je ne pense même pas, il est assuré que le parti au pouvoir est acquis au changement. Dans le comité de suivi de l'accord que nous avons signé avec le Rassemblement du peuple togolais, l'enjeu c'est l'unité nationale, mais l'un des objectifs prioritaires auxquels je dois dire au sein de cet accord nous sommes parvenus, c'est l'alternance et la durée et la limitation du mandat renouvelable une fois. Mais ce qui se pose dans ce pays, c'est quand même que c'est d'aboutir à un accord. C'est d'aboutir à ce que cette architecture constitutionnelle et institutionnelle soit stable et pérenne. Si ça doit prendre du temps, que cela prenne du temps, qu'on discute. Ne faisons pas des artifices, des rafistolages. Si ça doit prendre du temps, que nous apprenions à discuter, à ne plus nous voir comme des ennemis, mais des fils et des filles d'un même pays, que cela prenne du temps. Aujourd'hui, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles revient sur le tapis au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous dites que si cela doit prendre du temps, il faut que cela prenne du temps nécessaire, le temps nécessaire pour que cela puisse donc... Le temps pour que l'architecture, la structure politique de ce pays soit définitive. Et que les gens s'acceptent. Le temps pour qu'une communauté de destin, le vivre ensemble, soit réalisé une bonne fois pour toutes. Alors, est-ce que vous proposez qu'on aille à de nouvelles négociations? Non. Que faire alors? Les négociations, on en a faites. Qu'il y ait de la disposition des uns et des autres à négocier, à faire des concessions et des compromis. J'insiste dessus, de la bonne volonté et de la disposition des uns ou des autres. Si elle n'existe pas, le vivre ensemble, un corps politique, un corps social, n'est possible que si les gens acceptent de vivre ensemble, de faire des concessions, de lâcher un peu. Il y a, parce que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas, et en cela nous différencions des animaux, des gens sont en situation et veulent persévérer dans cette situation. C'est à nous d'avoir l'intelligence, la créativité pour faire en sorte que les choses
puisse changer pour les faire descendre de l'arbre sur lequel ils sont confortablement installés. Alors, il y a deux possibilités pour régler les conflits. Vous les réglez par le rapport de force physique, la confrontation. Quand vous êtes plus fort, vous déséquilibrez la balance. Ou alors, vous utilisez les armes de la discussion, de la négociation. L'approche négociationnelle. Et qui, elle, peut prendre du temps. Vous voyez par exemple le conflit israélo-palestinien, qui n'a pas encore trouvé de solution. En Afrique du Sud, comment ont-ils trouvé? Nous avons en nous le génie de pouvoir le faire. Nous avons en nous la capacité de pouvoir réaliser, de nous pardonner. Nous avons en nous la capacité de faire en sorte que le Togo change. Mais si, à longueur de journée, à satiété, nous disons que ça ne va pas, que les uns sont le diable, si matin, midi, soir, nous déclinons aux populations que le parti au pouvoir, ce ne sont pas des hommes, ce sont des méchants, nous les peignons en noir, mais alors, de facto, nous n'irons pas négocier avec eux. Soyons un peu rationnels. Il faudra bien que cette contradiction soit résolue un jour. On est en politique parce qu'on utilise les voies du compromis, de la discussion, ou alors on fait la guerre. Mais quand on est en politique, et c'est ainsi, ça n'a pas encore été inventé. Enfin, je dis, on n'invente pas la roue. Vous vous asseyez, vous négociez. Et ça prend du temps parfois. Le 26 mai prochain, ça fera 7 ans que l'Union des forces de changement a signé l'accord RPT-UFC. Aujourd'hui, les questions évoquées au sein ou contenues dans cet accord continuent d'alimenter le débat politique, tel que les réformes institutionnelles et politiques. Et les échéances électorales approchent. Et comment l'Union des forces de changement se prépare à les affronter? Avec sérénité, réalisme et optimisme. Sérénité, c'est celle d'inscrire notre action dans la durée, avec la certitude que nous aurons raison, avec la certitude que l'ambition politique, la vision et le projet que nous avons pour les Togolais l'emportera, et que nous serons un jour en responsabilité pour œuvrer pour le bien-être et la prospérité des Togolais dans la paix. Donc c'est cela qui nous donne de la sérénité et de l'assurance. Réalisme en tenant compte du rapport de force, de la configuration politique, l'échiquier, les tumultes, les difficultés, les oppositions stériles, anecdotiques, en tenant compte de ça. Optimiste en nous disant, parce que nous travaillons et en étant certain que le travail finit toujours par payer. Vous savez, un champ, quand vous le labourez, vous devez le sarcler de temps en temps pour enlever les mauvaises herbes. Et les fruits, ils finissent toujours par porter. Ce qui est beau est rare et difficile à obtenir. Si c'était si facile, si c'était à portée de main, tous y parviendraient. S'il était si facile que ça de faire l'alternance au Togo, il y a envie à Guibo, Ninevi, Edem Kojo, voir le nouveau, ceux qui se proclament leader de l'opposition, y parviendraient. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est ce qu'il y a de beau et de rare. Donc c'est difficile à obtenir. Mais vous êtes optimiste d'y parvenir? Nous sommes optimistes parce que le temps, à court terme, les populations ne le voient pas, mais nous sommes optimistes d'y parvenir parce que nous voulons véritablement une prospérité, le bien-être de nos populations, et nous œuvrons. Et nous œuvrons pour cela. Et donc nous travaillons, nous redéfinissons notre projet de société, notre vision politique pour le Togo, notre vision économique partagée, la vision de la solidarité pour les Togolais. Et nous travaillons, nous retournons à l'écoute de nos concitoyens
loin des agitations parfois médiatiques, loin des effets de manche de certains, et nous travaillons et nous savons que le temps finira par nous donner raison. Ce qu'on vous a reproché ou on continue de vous reprocher, c'est la signature de cet accord et qui, selon vos anciens camarades de lutte, ils disent n'avoir pas été associés à la signature de cet accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelles conditions vous avez signé cet accord sans les avoir consultés? Non, je ne vais pas. Vous savez, ne regardons pas le passé. Je vais vous expliquer très rapidement. Puisque vous c'est savez, le paiement, quand vous rentrez dans l'opinion, oui, c'est ce qui se dit. Mais parce qu'il y a eu, vous savez, ce qui pose problème dans notre pays, c'est parce que l'emporte l'anecdotique, les oui-dire, le léguédé. C'est ce qui l'emporte dans notre manière de faire la politique au pays. Et mais petits agitateurs... Votre mutisme... Non, il n'y a pas de mutisme. Nous parlons, mais nous avons un tumulte. Et parfois, quand il y a du tumulte, vous n'êtes pas audible. Vous laissez un peu le tumulte. Quand il y a du tumulte et vous criez, ça se perd. Et vous êtes comme les fous qui crient. Vous êtes comme ceux qui aboient. Quand les chiens aboient, ce n'est pas une insulte. Vous vous taisez, vous passez. Il y a du tumulte. Et ce qu'il faut, c'est que de la voix de la raison. Et la voix de la raison, elle prend son temps. Elle est beaucoup plus calme, mesurée. Et ça s'inscrit dans la durée. Dès la création de l'Union de forces de changement, l'Union de forces de changement s'inscrit dans une démarche politique qui est faite de discussion, de négociation. Et la ligne politique de l'Union de forces de changement a été toujours, je vous renvoie à tous les rapports généraux, aussi bien rapports moraux présentés par l'ancien secrétaire général de l'Union des forces de changement, c'est de résoudre la crise togolaise, d'aboutir à l'alternance dans ce pays par les voies du dialogue et en utilisant les méthodes de la prévention des conflits. Et donc ce n'est pas une nouvelle politique? Absolument pas. Écoutez, c'est pas. Je vous renvoie aux éléments. Des textes sont disponibles sur Internet, aux éléments de tous les congrès et de tous les conseils nationaux de l'Union des forces de changement, aux diverses déclarations de Gilles-Christ Olympio en tant que président national et interview. Nous avons signé l'accord cadre de Lomé. En 99, alors que nous savions pertinemment que nous avions gagné, mais nous ne nous lancions pas dans une démarche de la confrontation, mais ni dans une démarche de la lutte de la violence. La guérilla politique dont parlait Gilles-Christ Olympio, c'était quoi? C'était d'utiliser les moyens diplomatiques et politiques pour pousser ce régime à s'asseoir, celui de Gnassingbé et Yadema, à s'asseoir pour négocier. Et nous y sommes quand même parvenus. Nous y sommes parvenus justement avec l'accord cadre de Lomé. Nous y sommes parvenus avec les 22 engagements, puisqu'au lendemain du scrutin du 1er juin, c'est Gilles-Christ Olympio qui propose le 1er juillet 2003 devant le Parlement européen 12 mesures en assemblée plénière, 12 mesures pour régler la crise politique togolaise. Devant le Parlement européen. Le 1er juillet 2003. Et c'était la suite. Et ces mesures l'une de ces mesures comportait aussi un dialogue politique au terme duquel on pouvait envisager d'accorder une amnistie à Gnassingbé Yadema après 40 ans de pouvoir et la possibilité qu'il puisse même vivre au Togo ou dans le pays de son choix. Des garanties. Vous retrouverez, je prends les historiens, je vous prends un témoin, vous trouverez sur les déclarations de Gilles-Christ Olympio le 1er juillet 2003 devant le Parlement européen, il a prononcé, où il fait une série de propositions. Les 22 engagements sont aussi une série de propositions. Sans compter que quand Gnassingbé Yadema décède, Gilles-Christ Olympio propose, en lieu et place de cette idée de légalité constitutionnelle, qu'un accord politique soit posé et que des discussions soient faites entre tous les acteurs politiques pour régler
définitivement et de façon sérieuse la crise politique togolaise. Elle consistait en une transition qui pouvait durer jusqu'à 24 mois et qui, elle, permettrait, au lieu d'aller vers des élections dont ils savaient qu'elles seraient confrontation, un élément de confrontation de violence, permettrait de s'asseoir pour apurer tous les contentieux et régler définitivement les problèmes togolais. Et ceci à travers une transition de 18 à 24 mois. C'est lui la proposition qu'il faisait. Et pourquoi cette porosité interrogée? À Lomé se créait la coalition. Et des gens étaient... Bon, un jour, on aura l'occasion de revenir d'en parler. À Lomé se créait la coalition dont il n'était pas tout à fait informé, dont il n'était pas informé. Niam Niam en sait quelque chose. Yaovi Agouibo en sait quelque chose. Patrick Lawson en sait quelque chose. Fabre Jean-Pierre en sait quelque chose. Je les mets au défi de me contredire. Donc, vous pensiez que si cette transition avait été mise en place, on serait loin aujourd'hui? Mais évidemment ça nous aurait pris le temps de poser à plat les problèmes du Togo, de discuter, de faire des compromis, des concessions, de ramener tout ce qui était les acteurs cachés ou visibles du problème togolais, l'armée, le clergé. Ça nous aurait pris. C'était la proposition contenue dans un mémorandum qui a été signé avec la partie française, puisque j'étais acteur de cette proposition qui a été écrite, portée à Jacques Chirac, notamment à travers son conseiller de Bonne-Corse, le 8 février 2005 à l'Élysée, transmise à Mamadou Tandja et à Olusegun Obasanjo, respectivement président du Niger, président de la CEDEAO, et Olusegun Obasanjo étant président de l'Union africaine, portée à l'attention de Alpha Konaré, alors président en exercice de l'Union africaine. C'était les propositions de transition, de négociation, de s'asseoir pour discuter. Or, vous savez ce qu'il en était. On était encore en posture de tumulte. Les uns voulaient entrer en carrière, les uns voulaient se servir de l'Union de force de changement comme courte échelle pour être candidat unique à l'époque, et on sait ce qu'il en est advenu. Vous parliez de transition politique, c'était la proposition de Jekles Olympio au lendemain du décès du général Gnassingbé Yadema. Et l'autre compromis qui a été trouvé, c'est l'APG. Vous l'avez signé. Un pis-aller à l'époque. Mais nous l'avons signé parce que c'était un moindre mal. Mais vous savez, des compromis politiques, ils évoluent avec l'histoire, avec le temps. Beaucoup de choses ont coulé. Nous étions l'un des partis signataires de cet accord, l'APG. Mais quel est l'esprit de cet accord? C'est la poursuite des réformes institutionnelles, mais surtout aussi qui rejoint dans des éléments de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, une architecture constitutionnelle et institutionnelle pérenne qui ne soit pas comprise comme la revanche d'un groupe sur l'autre. Voilà sur quoi nous visons. Et donc, que ce soit l'APG ou cet accord politique que nous négocions, cette fois, en étant véritablement en situation de négociation, c'est-à-dire en approchant nos adversaires. Les Allemands et les Français, après la guerre, des guerres qui ont fait des millions de morts, se sont assis pour négocier. Pourquoi pas nous, en tant que Tolègue-Collet, ne pouvions-nous pas nous asseoir pour négocier, pour nous entendre? Et j'insiste, au risque de me répéter, si ça doit prendre du temps, il le faut. Mais à la base, c'est la bonne volonté, la disposition. J'en arrive parfois à me demander si certains, outre l'Union des forces de changement, n'est pas le seul parti politique au Togo qui veut que les choses véritablement changent en profondeur dans la durée, dans la tolérance dans ce pays. Isaac Tchakpé, on vous sent un peu ému. Et vous vous sentez trahi par vos anciens camarades? Non, pas du tout. Le sentiment de trahison, ça peut être quand on n'a pas de l'assurance soi-même.
cet affect de tristesse ne nous envahit pas. Parfois, la providence vous aide. La providence vous aide quand ceux qui sont vos proches, qui peuvent être votre plus grand mal, quand la lumière se fait. Il est dit, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Non, la lumière s'est faite et nous avançons. L'histoire, la politique, parfois, c'est peut-être ce qu'il faut comprendre. Encore que nous en avons parfois, M. Olympio, on a une vision différente, puisqu'elle vise aussi dans ce pays à créer une société fraternelle. Elle est faite aussi parfois de coups bas, de trahison, de désillusion. Mais là où on tombe, on ne va pas en faire notre lit. On avance avec la certitude et l'assurance, aussi bien que 1 + 1 font 2, que c'est le projet que porte Gilles-Christ Olympio qui finira par l'emporter dans ce pays. Isaac Yakpé, nous arrivons presque à la fin de notre entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes le conseiller politique de Gilles-Christ Olympio. Isaac Yakpé, un dernier message. Écoutez, apprendre à discuter, à s'accepter, avoir en vue pour tout le monde que les temps sont difficiles, mais ça nous oblige davantage à de la créativité, à de l'intelligence, à faire en sorte que les choses puissent changer. Les cœurs ne sont jamais vaincus par les armes, mais par l'amour et la générosité. Et c'est justement parce que ce que nous pouvons considérer comme étant fort et que nous sommes faibles, que nous avons l'obligation d'avoir cette force intérieure, cette capacité de générosité, d'amour, cette capacité de partage pour faire que les choses changent, pour les vaincre par la conviction, par une éthique de conviction. Et cette éthique de conviction doit animer ceux qui veulent que les choses changent dans ce pays. Mais une éthique de conviction, j'insiste dessus, avec fermeté, une éthique de conviction qui est celle de la générosité, du partage, de la fraternité, de la paix et de la tolérance. Ce n'est pas perdre son identité, c'est de savoir qui on est. Et cette force intérieure qui doit nous engager, qui doit nous obliger à cette responsabilité d'aller nous asseoir pour discuter. Si ça doit prendre du temps, que ça prenne du temps. Mais s'asseoir, les regarder les yeux dans les yeux, en leur disant, écoutez, faites en sorte que ça change pour ce pays. Ce n'est pas en criant, en insultant. Et vous aussi, vous y avez à votre part. C'est parce que les temps sont difficiles, c'est parce que nous voulons faire quelque chose de beau pour ce pays que nous avons l'obligation de le faire, de le répéter jour et nuit, de constamment mettre l'ouvrage sur le métier. Et l'ouvrage, c'est de construire un Togo démocratique, fraternel et prospère. Merci à vous, Isaac Yakpé, d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami. Eh bien, c'est la fin de Actu Débat sur la 97.1. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Edel Ataï pour la collaboration technique au micro et l'iclume. Goka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. Gamé à Casablanca. Non-stop. Vous écoutez Métropolis sur 97 FM.